Bonjour Natacha Apana, Bonjour Valérie. bienvenue chez Émilie, où nous tournons notre première vidéo pendant ces temps étranges pour présenter votre dernier roman, Le ciel par-dessus le toit, qui a été publié chez Gallimard en septembre 2019. Natacha Apana donc, est auteure d'un certain nombre de romans, 9 romans si j'ai bien compté, dont le magnifique Tropique de la violence, qui avait reçu donc, le Fémina des lycéens au moment de sa parution. Merci d'être là, c'est un rendez-vous que l'on a longtemps attendu, que l'on a désiré, qui a été manqué, puisqu'on devait vous recevoir hier soir à la librairie quand on pensait encore qu'on allait éventuellement reprendre une vie normale, mais non. Donc, vous inaugurez notre premier format vidéo en direct. Natacha Apana, donc vous êtes la lauréate du deuxième prix Pantagruel avec ce livre Le ciel par-dessus le toit. Le premier était Arcadie de Emmanuel Baya-Mactam qui était paru chez POL, et celui de cette année donc c'est Liv Maria de Julia Carninan qui est paru chez l'Iconoclaste. Donc voilà, un prix très féminin, hein. Je vous jure qu'on n'y est pour rien, mais voilà, je pense que c'est un prix aussi qui nous ressemble, et on en est super fiers. Donc, on a réussi à vous piquer une petite après-midi, puisque vous étiez dans le sud de la France pour la présentation du prix lycéen et apprenti de la région PACA. C'est l'occasion pour nous de vous poser les questions qu'on avait plein la tête, de réactiver les émotions qu'avait provoqué chez nous ce magnifique roman. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir accepté cet entretien. Merci à vous. C'est vrai que les circonstances sont exceptionnelles, mais je suis très heureuse d'être ici, de pouvoir, par ce biais-là, un peu distancié, n'est-ce pas, répondre à vos questions et vous remercier aussi de m'avoir élue pour la deuxième édition. Bon, on utilise un peu les derniers interstices de liberté pour pouvoir faire quand même cet entretien et ainsi retrouver avec plaisir Phoenix, Paloma, Lou, qui nous avait tellement émus, et pour aborder ces thèmes, entre autres, hein, de la parentalité, de la fraternité et tout un tas d'autres choses que l'on va aborder avec vous. Alors avant de rentrer dans le vif de ce livre, j'avais une petite question peut-être un peu rituelle, mais comment écrivez-vous? Est-ce que vous avez des rituels, des lieux, des conditions qui doivent être réunies pour vous lancer dans un nouveau roman? Alors d'abord j'écris chez moi, dans mon bureau, j'écris en silence. Je n'aime pas... j'écris mieux quand il n'y a personne. Donc tout ça, c'est autant d'occasions à ne pas écrire. Tout ça soit réuni. Mais ça, c'est la forme. Je dirais le fond. Alors, je ne suis pas quelqu'un qui écrit tout le temps. J'écris par période. Par exemple, après l'écriture du ciel par-dessus le toit, j'ai fait d'autres choses, j'ai fait des reportages, j'ai fait une petite traduction de l'anglais au français. Ensuite, peut-être même parfois dans l'écriture d'un livre naît le désir de quelque chose d'autre. Et chez moi, ce désir-là, il naît souvent d'une interrogation. Soit j'ai rencontré quelqu'un, ou j'ai lu un livre, ou j'ai lu un essai qui me fait penser à quelque chose. Et quand cette interrogation est très forte, j'ai l'impression que je ne rencontre plus que ça. Que tout ce qui vient à moi, que ce soit dans un journal, un film, une conversation, un hasard, c'est que ça. Et ça m'arrive à chaque fois. Et je pense aussi que je le provoque parce que je n'arrête pas d'y penser, de le nourrir, parce que je commence à lire, je commence à me préparer en mettant en forme une sorte de bibliothèque portative qui va concerner ce roman-là. Je commence à faire des recherches. Donc là, je sais que
je tiens quelque chose, je tiens, voilà, je tiens quelque chose qui commence à m'obséder, à laquelle je pense tout le temps. Et si j'ai de la chance, euh, je, je- ça- je tiens quelqu'un. Je tiens une voix. Voilà, je tiens une voix et je vais commencer comme ça. Et chez moi, c'est très long ce début. Parce que je peux passer des mois et des mois à, à chercher cette voix-là. Parce qu'il me semble que ce qui est important aussi dans un texte, ce n'est pas seulement ce qu'on raconte, ce qu'on veut évoquer, mais qui raconte, pourquoi cette histoire est racontée et à partir de quel endroit cette histoire est racontée. Et que si moi je n'ai pas les réponses à ces questions-là, je n'arrive pas à commencer. Donc avec Le ciel par-dessus le toit, c'est un texte plein de grâce, qui a une intensité, je trouve, quasi tribale. Et vous abordez finalement des thèmes assez connus, hein, assez communs, on va dire, sans que ce soit péjoratif, hein, bien le contraire. Voilà, cette question de la parentalité, de la fraternité, mais on a l'impression que vous êtes la première à le faire. Et je trouve que vous mettez au centre cette notion d'empêchement qui, voilà, dans ce roman, va prendre une multitude de formes. Alors, je vais tenter un pitch de votre roman. Ça m'intéresse. Parce que je trouve qu'il est vraiment difficile à... Alors, j'ai l'impression que... Enfin, je l'ai attrapé par un fil. Du coup, je ne vais pas faire un résumé. Mais voilà, imaginez-vous Phénix, qui est une femme sublime, rousse, avec un gros tatouage dans le dos, un énorme tatouage dans le dos, qui est la mère bancale un peu de Paloma, qui est une petite fille discrète, qui a envie de... pas disparaître, mais de se faire une toute petite place, et de Lou, L-O-U-P, qui lui est un garçon un peu lunaire, qui va avoir une perception, on va dire, bien à lui de la réalité. Et cette mère, Phénix, elle a décidé d'élever, de faire pousser un peu ses enfants en se tenant en retrait, en fait, et en les laissant évoluer par eux-mêmes. On a l'impression qu'elle ne veut pas intervenir sur eux, avec peut-être les carences affectives qui vont en découler. Et alors, vous commencez ce roman de façon assez brute, on va dire, puisqu'on est tout de suite en maison d'arrêt avec Lou, qui vient d'être interpellé. On parle de numéro d'écrou, on a les bruits, on a les odeurs de la prison, on a cette entrée en matière assez hypnotique. Et voilà, parce que Lou, il a provoqué un accident de la circulation en voulant rejoindre sa sœur Paloma, alors que il n'a pas le permis de conduire, hein, puisqu'il est mineur de toute façon. Donc voilà. Donc ce livre, on le prend par là. Est-ce que c'est le début? Est-ce que c'est la fin? On ne sait pas. Et voilà, je me posais la question, au commencement, pour vous, il y avait quoi avec ce roman? Mais je crois que vous touchez quelque chose qui était important pour moi. J'avais une ambition de forme pour ce texte-là, de forme un peu en arborescence, que la structure narrative ne soit pas classique. J'avais ça, je ne savais pas comment concrétiser cette ambition. Ensuite, plus précisément, au début, il y avait Lou. Il y avait ce garçon que j'imaginais dans une maison d'arrêt, parce que j'ai souvent fait des rencontres dans les maisons d'arrêt avec des mineurs. J'ai longtemps travaillé dessus. Et au départ, il y a vraiment le désir d'un texte sur la prison, sur un garçon qui se trouve dans la prison, en maison d'arrêt, pardon, c'est important, c'est pas la même chose, et d'essayer de décrire ce qu'il y a autour de lui, pas tant ce qu'il a fait, pas tant ce qu'il va devenir, mais ce présent-là. Et pour ce faire, je travaille beaucoup sur la notion d'enfermement, je rencontre des surveillants, des psychologues, et j'ai la chance de faire des stages d'observation à la maison d'arrêt de Caen. Et avant de commencer ce premier stage,
Lou est extrêmement bien installé dans ma tête. Je sais que c'est un garçon taiseux. Je sais que ce qu'il a fait n'est pas très grave. Je sais que la prison pour lui va être une chambre d'écho à toutes ses névroses, toutes ses peurs. Après, moi, je me dis, je vais dans ces stages-là pour voir, pour développer, pour mieux raconter après. Et dès le premier jour de ce stage, quand je rentre, quand j'attends avec les autres femmes, quand je passe des heures dans le bureau du surveillant, je n'arrête pas de penser à la mère de Lou. Jamais je n'ai pensé à elle avant. Et ce phénix, en réalité, surgit à ce moment-là. Je me dis, mais elle est où sa mère? Qu'est-ce qu'elle fait, sa mère? Qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Quelle est l'enfance de sa mère? Qu'est-ce qui fait qu'un garçon comme cela, que j'imaginais déjà très doux, très tendre, innocent, mais dans le sens magnifique du terme, pur du terme, quelqu'un qui vous regarde et qui voit autre chose, et qui voit ce que vous cachez, je sais tout ça de lui. Et quand je rentre dans cette prison, dans cette maison d'arrêt, je n'arrête pas de penser à sa mère. Et là, je me dis, ah oui, c'est pas un texte sur l'enfermement, c'est un texte sur l'empêchement. Et à partir de ce moment-là, je vais commencer à développer l'histoire de Phénix. Et donc, vous voyez, même dans mon processus d'écriture, si vous voulez, c'est laissé porter par vous. Oui, absolument. Phénix a surgi, très belle, mais une sorte de beauté froide, une lumière glaçante. Pourquoi elle est comme ça? Donc, j'imaginais qu'elle donnait à ses enfants le contraire de ce qu'elle avait reçu. Voilà, donc c'est un peu pour ça que, d'ailleurs, quand vous m'avez dit que j'avais eu le prix, j'avais été très étonnée. Pourquoi donc? Parce qu'on m'a souvent dit que c'était un texte difficile. Difficile, pas pour ce qu'il portait, mais difficile parce que, justement, qu'il fallait peut-être oublier ce qu'on avait déjà lu sur la maternité avant, déjà lu sur l'enfermement avant, oublier une sorte de chronologie de l'histoire. Je savais très bien, moi, que c'était un texte très bref, mais dont la brièveté était un leurre. Je savais il contenait beaucoup de choses. Très dense. Ouais. Et j'étais très heureuse de ce prix. Je me suis dit, Et surtout non seulement vous avez remporté le prix, mais donc avec une majorité assez importante, et on a eu surtout des notes de lecture, parce qu'on fait participer nos lecteurs, et des notes de lecture absolument sublimes sur leur lecture en fait de ce roman, et donc oui, c'est un prix qui est tout à fait mérité. En tout cas, les lecteurs de Pantagruel vous sont bien compris. Vraiment, j'étais ravie, parce que je me disais que c'était un livre qui comment dire, qui avait besoin de temps. J'ai l'impression que surtout dans la rentrée littéraire, le temps est quelque chose qui nous échappe. Ouais, le temps, moi je l'ai trouvé assez, justement, on le prend, on ne peut plus le quitter, il bouleverse, et après il faut le temps de le digérer, et ça oui, mais sur le temps de le recevoir, je trouve que c'est assez immédiat. Mais après bon, c'est mon ressenti de lecture, hein, et juste pour revenir un tout petit peu sur cette histoire d'univers carcéral, alors effectivement c'est pas un livre sur la prison, mais on sent quand même une attraction, en tout cas un intérêt pour cet endroit, notamment sur les quartiers mineurs. D'où ça vous vient? Est-ce que c'est parce que c'est un terrain romanesque qui est assez fécond, ou c'est un intérêt personnel un peu plus viscéral pourquoi s'intéresser Oui, on m'a demandé un article pour la revue NRF sur ça, et je raconte quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais 13-14 ans. J'avais été
je faisais partie à l'école, dans mon collège, d'un groupe, voilà, on dansait, on chantait, mais on avait un prof d'études sociales, c'était ça la matière d'études sociales, qui nous ouvrait vraiment au monde. Et alors, elle nous emmenait dans des lieux improbables. Elle nous emmenait donner ces spectacles-là à l'asile, dans des pavillons de cancéreux, et un jour en prison. Et j'avais été absolument stupéfaite de ce moment, parce que je me souviens qu'on était, voilà, on dansait, on chantait, et nous on était dans la lumière et la salle était dans le noir, et on avait l'impression que c'était des marionnettes découpées, parce qu'on ne voyait rien, Et je crois que c'est la première fois que je me suis dit, ah oui, moi je suis dehors et eux ils sont dedans. Et cette ligne-là, qui n'était pas palpable ce jour-là, mais qui était extrêmement épaisse, extrêmement, qui a duré pendant très longtemps pour moi, entre le dedans, le dehors, entre ceux qui sont à l'intérieur et qui sont à l'extérieur. Et je crois aussi que c'est parce que moi je suis née sur une île, et cette notion d'être dedans, d'être dehors, de traverser une ligne, ça m'a toujours intéressée. Dans mes textes, j'ai toujours quelqu'un qui est enfermé quelque part, que ce soit dans Tropique, à un moment, il pense à un baobab, que ce soit, il est enfermé. Mais alors, on peut aussi être enfermé dans une éducation, dans des traditions, dans une religion. Donc, j'ai l'impression que ce n'est pas la première fois que j'aborde ces sujets-là, mais c'est la première fois que je le fais de manière frontale, que je le fais avec l'univers carcéral. Et l'univers carcéral, à part cette expérience où là vraiment je n'étais pas du tout en relation, je l'ai connu parce que à travers les livres, je vais de temps en temps dans les maisons d'arrêt pour discuter de littérature. Alors ça c'est en théorie. On arrive toujours, on dit, ben voilà, on va parler de ce livre que Natacha Arpana a écrit, etc. Ça dure 5-10 minutes. Et après, il se passe autre chose. On parle de la vie, on parle de ce qu'on fait dans la vie, ce qu'on ne fait pas dans la vie, de quelque chose qui est arrivé. Alors, chez les adultes, c'est assez distant. Mais chez les mineurs, c'est à la fois triste, à la fois joyeux. On dirait que dans une heure, on condense toutes les émotions de la Terre. Et ils peuvent vous demander votre numéro de téléphone, ils peuvent... voilà, c'est à la fois très pudique et très impudique. Et quand je sortais de ces rencontres-là, j'avais besoin d'un temps, je me disais, ben voilà, moi je suis dehors. Et eux pas. Et toujours, je me sentais la plus triste de partir. Alors je sais que c'est pas vrai. Donc c'est des moments. Et je me disais toujours, mais qu'est-ce qui se passe là, maintenant, quand je n'y suis pas, quand ils doivent rentrer en cellule, qu'est-ce qui se passe? Donc voilà, c'est pour ça que je voulais l'aborder de manière plus frontale, plus directe, je dirais. Mais pour autant, donc effectivement, il y a cette scène inaugurale, on va dire. Tout le roman est traversé par la présence de loups, effectivement, en maison d'arrêt. Mais ce n'est pas un roman sur la détention. C'est pas. Enfin voilà, vous faites pas un pamphlet sur la détention des mineurs en là-dessus, France. je n'ai pas réussi. Non, alors, si c'était votre objectif, oui, voilà, je veux dire, non, ce mais texte vous avez réussi autre chose. Ce texte que j'imaginais vraiment sur l'univers carcéral frontal, il m'a échappé à nouveau. Parce qu'il y a eu le surgissement de la mer, le surgissement de... Et je me suis dit aussi que parfois, certaines choses appartiennent à ceux qui les éprouvent. Oui, parce que peut-être la difficulté de relater cette expérience. Quand bien même j'étais là-bas, j'ai passé plusieurs heures, de longues heures. Je suis un peu comme
Paloma, j'ai la capacité de me faire oublier. Souvent, on m'a oublié dans le bureau. Et on entend plein d'histoires. Mais il y avait toujours cette ligne que j'avais connue quand j'avais 13 ans, entre le dedans, infranchissable. Qui est infranchissable. Soit on est d'un côté, ou soit on est de l'autre. Alors, soit on fait un travail de reportage. Mais moi, je n'avais pas envie de rencontrer un détenu qui a 16 ans, 17 ans, et de lui dire alors, qu'est-ce que tu ressens? Oui. Ça se passe comment pour toi? Je n'avais pas. C'était pas un travail de journaliste. Non, et puis je n'avais pas envie d'être dans cette impudeur-là. Vraiment, je me suis dit, voilà, il y a des choses que je ne peux pas rendre compte, moi. Alors, c'est très personnel. Je ne peux pas rendre compte tant que je ne vis pas. Et du coup, on passe de l'empêchement de Lou dans ce lieu. De l'enfermement. De l'enfermement, voilà, de Lou, à Phénix, qui, donc la maman, qui était anciennement Eliette. Alors, comment Eliette, donc cette petite fille qui a été un peu carrément mise en scène en fait par ses parents, qui avaient une beauté assez extraordinaire dès l'enfance, dès la maternité en fait, et qui va être coiffée, maquillée, que l'on va faire danser, chanter devant les amis des parents, que l'on va un peu exposer en fait à la convoitise des autres adultes, et qui va créer chez elle une fêlure en fait, qui va nous donner des pistes d'explication de son tempérament. Comment, en quoi est-elle empêchée, cette Eliette, cette Phénix, je ne sais pas comment on l'appelle à ce stade-là? Moi, il me semble que, et alors là c'est Eliette, il me semble qu'elle est enfermée dans l'image que ses parents ont d'elle. Mais c'est banal ce que je dis, parce que tous les parents enferment leurs enfants dans une image. Tous les parents ont cette chose qui est l'enfant rêvé, mais ses parents poussent ça très très loin. À partir du moment où, pour eux, la beauté est quelque chose d'inatteignable à leur niveau. Et la beauté est un cadeau. Quand Eliette naît, ils ont l'impression que, je sais pas, ils ont un enfant qui a un don particulier, que c'est comme si on avait un enfant surdoué. Et pour eux, la beauté correspond à ce genre de don-là. Et ils en font, ils la magnifient, et finalement ils l'exploitent. Et ils l'enferment dans quelque chose qui ne lui appartient plus. Eliette, quand elle a 4-5 ans, d'accord, ok, elle met des petites robes foufoutantes, mais à partir du moment où elle en a 8, 9, 10, où elle doit se maquiller, où elle se sexualise d'une certaine façon, je ne sais même pas pourquoi je dis d'une certaine façon, elle est sexualisée, c'est une sorte des autres, de mini Lolita. Son enfance ne lui appartient plus. Ses émotions ne lui appartiennent plus. Elle est enfermée dans ça, dans ce que ses parents veulent pour elle. Jamais ses parents ne lui disent « Est-ce que tu as envie de chanter? Est-ce que tu as envie de danser? Est-ce que cette robe-là te plaît ?» Non, parce qu'ils se disent que la beauté d'Eliette est quelque chose à partager. La beauté d'Eliette est quelque chose à montrer. La beauté d'Eliette, elle nous a été accordée d'une certaine manière. Ce fait que ça rejaillit sur eux aussi, finalement. Évidemment, ce sont une classe moyenne, anciennement ouvrière, jamais accès à ces choses-là, jamais accès à des paillettes, et pour eux c'est une chance. Donc Eliette, elle vit ça depuis qu'elle est petite, elle est fille unique, toujours enfermée dans sa chambre, toujours à être d'une certaine façon à la merci. C'est vraiment une poupée. C'est une poupée. Et tout ce que je dis, je le dis aussi en précisant que jamais ses parents ne pensent à mal. Oui, c'est ça, c'est qu'on a presque quand même de l'empathie pour ses parents qui ne sont pas des mauvais bougres. Enfin, je veux dire, effectivement, c'est pas des pervers, ils pensent bien faire, quoi. Oui, et il me semble qu'aujourd'hui, beaucoup de mal se fait comme ça, sans penser à mal, sans faire exprès. Mais je n'ai pas fait exprès, je n'ai pas pensé que
que ça pouvait te blesser. Et là, c'est autre chose. Et quand il arrive ce qui arrive dans ce concert, c'est la bascule en réalité pour Eliette. C'est la bascule dans Phénix. Oui, c'est cette transition, du coup. Enfin voilà, le personnage de Phénix, il prend naissance à ce moment-là. À ce moment-là, parce que toute sa vie, elle a nourri ce qu'elle était, elle a nourri cet autre qu'elle était, qu'elle voudrait être, mais que ses parents n'ont jamais fait naître, n'ont jamais accepté. Elle ne s'est jamais permise non plus de donner naissance à ça. Et du coup, cette personnalité froide, mais en même temps très forte de Phénix, que c'est un personnage très, très ancré, qui est très imposante en fait. Comment vous l'avez construite? Qu'est-ce que vous vouliez dire à travers cette créature quasi mythologique? Pour moi, c'est une femme exceptionnelle. Oui, elle est exceptionnelle. Il faut quand même imaginer, c'est une femme qui élève ses enfants dans une maison, justement au bout d'un sentier, à l'extérieur de la ville. Elle qui a été minimise, qui a été Lolita, qui est toujours très belle, travaille avec les pièces détachées des automobiles, passe sa journée dans le cambouis, dans cette odeur-là, dans la sueur. Elle a accouché seule quand même. Il faut dire les choses. On y reviendra parce que c'est elle a accouché, même si elle a accouché dans un dispensaire, mais elle a accouché seule. C'est une femme pour moi qui a donné naissance à elle-même. Je ne sais pas comment le dire autrement. Quand Eliette met le feu chez elle, parce qu'elle n'en peut plus, de ses photos, parce qu'elle n'en peut plus en réalité de la mise en scène de sa propre vie. Parce que ses parents la mettent en scène, elle n'en peut plus, elle met le feu, et ce jour-là naît Phénix. Mais Phénix doit se débrouiller toute seule. Et pour moi, c'est une femme, elle a 2 enfants, deux hommes, on ne les connaît pas. Est-ce que ce sont les mêmes? Ce pas les mêmes. Elle n'en parle jamais. Elle décide, comme elle a donné naissance à elle-même, de donner naissance à ses enfants, de les élever seule. Ce qui est un côté terrible aussi, qu'elle ne veuille pas révéler l'identité de ses pères aux enfants. Bien sûr, mais pour elle, ça, c'est pas terrible. Ce qui est terrible, c'est d'être embrassée sans qu'on le veuille. Ce qui est terrible, c'est d'être maquillée, c'est de devoir prendre des poses suggestives. C'est ça qui est terrible. Ne pas connaître son père. C'est quoi le problème? Pour moi, c'était un personnage écrasant par ses choix, surtout. Elle fait des choix qui ne regardent qu'elle, qui sont vraiment... elle n'a besoin de personne. Elle en réaction totale. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de recul, quoi. Le seul, c'est pas son seul problème, je dirais. Mais là où comment dire, il y a cette autre faille qu'elle crée chez ses enfants, c'est de les élever sans rien. Alors que chez elle, il y avait des photos partout. Chez elle, il n'y a rien. La beauté est interdite, carrément. Quand je dis carrément, c'est pas carrément, c'est même de façon formelle. D'ailleurs, quand Paloma est adulte, chez elle, il y a des fleurs, il y a des choses qui sont bien installées. Elle prend soin, parce qu'on lui a toujours refusé ça. Et pour Phénix, elle devait absolument faire le contraire. Mais si elle avait raconté ces choses-là à ses enfants, si elle leur avait dit, et c'est un livre aussi sur, il me semble, sur ce qu'on ne dit pas, sur la vérité des choses, sur ce qui se transmet sans même qu'on le dise. Par exemple, là, nous sommes là aujourd'hui, mais je suis sûre que dans 2-3 ans, vous raconterez autre chose que moi. On restera bien sûr sur les choses, peut-être des détails, des choses essentielles, mais notre perception, notre vérité, notre mémoire ne travaillera qu'avec ce qu'on a connu avant. Et pour
et Paloma et Lou, ils sont sur une page blanche. Ils sont très loin de leurs grands-parents, ils doivent s'élever tout seuls, mais ils ne savent pas que c'est pour leur bien. Que leur mère pense que c'est pour Et si leur ça avait bien. été dit? Mais vous savez, quand on connaît l'histoire de ses parents, on est beaucoup plus indulgent avec eux. Quand on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi ils font ces choses-là, pourquoi ils disent ces choses-là, pourquoi ils ne disent pas ces choses-là. Quand on comprend qu'on ne peut transmettre que ce qu'on a reçu soi-même, ou alors transmettre le contraire, essayer de faire une sorte de, d'éducation formelle, à essayer de rendre l'exact contraire de ce qu'on a reçu. Quand on comprend ça, on est beaucoup plus indulgent avec son père et sa mère. Et alors du coup, je tente un petit parallèle qui est peut-être un peu hasardeux, mais ce qui m'est venu quand vous rentrez dans cette maison d'arrêt à travers vos stages, etc. Donc vous voyez ces jeunes, vous imaginez immédiatement la mère, donc vous imaginez peut-être l'amour qu'ils ont reçu ou le désamour qu'ils ont reçu, et ce qui permettrait peut-être d'expliquer leur présence et de mieux la comprendre et d'être plus indulgent, effectivement. Et en parallèle, donc, il y a Phénix, qui est cette mère qui a ses imperfections et qui va créer des mal-être auprès de ses enfants. Et pareil, elle aussi, on peut mieux la comprendre quand on sait ce qu'elle a reçu. Mais alors du coup, est-ce que comment dire, qu'est-ce que vous avez cherché à faire avec ce livre? Est-ce que c'est... à un moment, vous dites rendre le monde supportable. Est-ce que c'est ça l'objectif de le ciel par-dessus le toit? Est-ce que c'est rendre ce monde supportable? J'aime bien cette phrase que vous avez. Moi aussi, je l'aime bien, mais le problème, c'est que si seulement je connaissais mon objectif à chaque livre, si seulement je savais souvent on me dit est-ce que c'est un message, mais non, il n'y a pas de message. J'essayais vraiment de raconter ce qui n'est pas raconté. Toutes ces petites choses-là, c'est pas de côté, le matin chez Eliette quand elle fait la vaisselle et qu'elle est encore bourrée de la veille, mais qu'elle pense à sa fille qui va partir et qu'elle achète ce gâteau que ses enfants détestent, mais elle a oublié. Je voulais raconter ces petits détails-là quand les non-dits deviennent des choses comme des secrets, comme des choses lourdes à porter. C'est ça que je voulais raconter. Je voulais aussi faire en sorte que l'enfermement de Lou, alors à ce moment-là littéral, l'enfermement littéral de Lou, soit une façon pour les trois, séparés, d'être à nouveau ensemble. Parce qu'en réalité, il n'y a que quand Lou est enfermé qu'il y a cette sorte de chemin en pointillé entre eux. Ouais, c'est ça que je voulais les voir réunis un peu de façon naïve. Est-ce que le pardon est possible? Parce qu'on a l'impression que pour Eliette, c'est négatif, le pardon vis-à-vis de ses parents. Est-ce que, justement, est-ce que pour vous, ou dans ce livre, est-ce que le pardon est une chose qui serait possible? Il me semble qu'elle pardonne à son père, puisqu'elle accepte que Paloma visite son père. Il me semble qu'elle fait ça. Elle fait ce pas-là. Il me semble qu'elle pardonne à son père aussi parce qu'elle permet un amour extraordinaire entre Paloma et son grand-père. Quand son grand-père l'attend, et Paloma plus tard vit dans la ville de son grand-père, donc elle permet ça, elle ne l'empêche pas. Elle n'a pas l'occasion de le faire pour Lou, et puis sa mère est déjà décédée, donc elle n'a pas cette occasion-là, mais j'ai l'impression que même si elle ne le formule pas, elle ne ferme pas la porte. Mais je crois aussi que toutes ces choses qu'on dit là, le pardon, la transmission,
on le dit nous, entre nous, de façon extrêmement intellectuelle, intellectualisée, et que dans la vie, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Je crois que, et c'est ça ce livre-là, ça se passe, par exemple, quand Paloma revoit son frère après 10 ans, alors qu'elle n'avait pas, elle n'a pas tenu sa promesse. Est-ce que il lui pardonne? Est-ce qu'il ne lui pardonne pas? Mais en réalité, ce mot-là ne veut plus rien dire parce qu'elle a fait le chemin vers lui. Donc, il me semble que souvent dans la vie et dans ce livre, il y a autre chose entre la parole et l'acte. Il y a ce qu'on voudrait être, ce qu'on interprète. La dernière scène, par exemple, quand ils sont tous les trois, ils ne sont pas tous les trois, vraiment, mais un peu quand même. Et souvent dans la vie, ce un peu là, cette chose qui est la promesse de quelque chose, la promesse d'un pardon peut-être, la promesse que les choses iront mieux, cette promesse-là, souvent, ça nous suffit. C'est... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de revivre un peu les émotions de... Ouais, c'est cette fin qui est absolument sublime parce qu'elle est en... Oui, elle est... En suspens, enfin, elle est... Ben on ne oui, sait mais pas, parce qu'elle contient les promesses. Oui. Et ça, c'était une fin que je désirais. Je me disais qu'une fin brutale ou une fin plus classique, je désirais quelque chose de... vous savez, comme quand vous recevez quelque chose et que vous allez l'ouvrir mais vous ne savez pas ce que c'est. Et c'est comme ça la fin. C'est que ça contient plein de choses, ça contient tout ce qu'on voudrait, et c'est cette promesse-là. Et tout ce livre est un peu comme ça, c'est la promesse. Les choses ne sont jamais, même entre Elliot et ses parents, les choses ne sont jamais, évidemment elle met le feu à sa maison, mais je veux dire, après les parents ne la lâchent pas, ne la lâchent jamais. C'est dans cet entre-deux-là que ce livre se situe. Je ne sais pas si vous vous souvenez du creux dans le jardin. Oui, bien sûr. Ils ont une maison où il y a un creux dans le jardin. Et souvent, je pense que c'est un livre en creux. Je me dis que c'est un livre qui est écrit comme ça, dans une sorte de... Voilà, il est en creux. Il donne ce qu'il a à donner. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il arrive aussi à toucher autant de monde, je pense. Enfin, c'est parce qu'effectivement, on les nourrit aussi, ces creux. Et du coup, peut-être pour une dernière partie de cet entretien, j'avais envie de vous interroger un peu sur la forme. Vous l'avez un peu évoqué au début. Et notamment ces 3 prénoms-là qui, je sais pas, moi, qui me hantent un peu depuis 1 an et demi. Phénix, Paloma, Lou, L-O-U-P. C'est des prénoms magnifiques, empruntés au monde animal. Oui, c'est vraiment... Enfin, il y a quelque chose de flamboyant dans ces 3 prénoms. Comment vous les avez choisis? Enfin, parce qu'ils sont importants dans le livre. À chaque fois, Phénix, elle donne ses prénoms à ses enfants. C'est pas, elle les a pas trouvés comme ça. C'est réfléchi. Oui, en plus, elle a réfléchi à tout. Oui. Tout est réfléchi, tout est programmé. Elle a la place à l'émotion, la place à un peu d'innocence, tout ça. C'est pas trop pour elle, ça, non. Non, c'est pas... Ça a été tué dans l'enfance, ça. Alors, depuis mon premier roman, j'ai quelque chose avec le prénom. C'est sûr. Si je n'ai pas le prénom qu'il faut, je ne peux pas. Et parfois, c'est compliqué à en devenir... je ne vais pas dire de gros mots ici, donc j'essaie de... C'est compliqué à en devenir très, très compliqué. Et donc... à chaque fois, j'essaye de trouver le prénom qui incarne le personnage et vice-versa. Et pour celui-ci, ça a été encore plus, je dirais, était encore plus important parce que je savais que Elliot choisirait son prénom.
Phénix, c'est elle qui se baptise Ah oui, Phénix. oui. C'est pas ses parents qui lui donnent ce nom-là. Donc je savais que elle, voilà, Phénix était assez évident pour moi. Loup avec un P, je me suis dit, tiens, ça c'est... je voulais qu'elle donne à ses enfants des prénoms de... Alors, on peut le voir différemment, des prénoms d'animaux, comme des prénoms un peu mythiques. Je me disais que c'était tout à fait une femme qui, à la naissance de sa première fille, aimerait des ailes pour sa fille, parce que sur son corps, elle ne fait que ça. Elle se tatoue des oiseaux, elle se tatoue des choses qui grimpent, des choses qui veulent s'envoler, mais elle-même, elle est ancrée. Elle est ancrée. Elle est là, dans sa maison à peine propre, n'arrivant pas du tout à parler à sa fille. Elle est ancrée, mais sur son corps, elle prend possession vraiment de cette peau-là. Et je me dis que c'est tout à fait le genre de femme à se dire qu'un prénom suffit, qu'un prénom est tout, et que dans ce prénom-là, elle va dire l'amour qu'elle porte à ses enfants, et qu'après, elle ne le dira plus. Et donc, Paloma, elle doit se suffire de ce très beau prénom, avec des ailes pour s'envoler, c'est très joli. Et Loup aussi doit se suffire de la force qu'il y a dans son nom. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Et alors, bon, je ne vais pas vous faire trop de compliments sur cette langue, voilà, absolument sublime, ce texte très dense et en même temps, enfin voilà, très court. Mais juste quand même, dès le début, les rimes que vous prêtez à Lou, alors moi je l'ai vécu comme une façon de dédramatiser en fait la situation. Juste, vous voyez une phrase, il baisse les yeux sur ses mains entravées par des menottes et entre parenthèses, quenottes, culottes. Et donc du coup, tout de suite, d'associer ces menottes à ces quenottes et culottes, enfin voilà, il y a quelque chose d'ironique et enfin voilà, moi je l'ai vécu comme ça, mais vous, quelle était l'ambition de ces parenthèses qui interviennent comme ça? C'était, je pense, vous avez raison, c'était comme le contrepoids à la situation dans laquelle il était. Il faut imaginer ce garçon quand même, qui ne supporte pas qui a besoin de courir tout le temps, qui a besoin d'être à l'air et qui se retrouve en prison. Et pour lui, le fait d'avoir ces quenottes culottes, c'est presque ridicule parfois, c'est enfantin, ça le ramène à ce qu'il est. Il n'a que 17 ans. Et dans sa tête, peut-être qu'il en a encore moins. Donc c'est une façon pour lui de dédramatiser. C'est une façon également pour moi de dire ce qu'il est. C'est que c'est pour moi vraiment l'incarnation du poète dans ce texte. L'incarnation de celui qui voit vraiment. On dit toujours que le poète voit vraiment. Nous ne faisons que regarder. Et lui, il voit. Et pour moi, c'était lui. C'est celui qui revoit la vérité. C'est celui qui comprend un peu sa mère, sa sœur. Et à la fin, c'est celui qui réunit. Et je n'ai jamais voulu lâcher ça, lâcher ce qu'il avait, lui, dans sa grande innocence et aussi sa grande clairvoyance. Il n'est pas encore atteint d'une certaine manière. Oui. Et enfin, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, cette scène magistrale de l'accouchement de Phénix quand elle accouche de Loup. J'ai envie de vous demander de la lire parce qu'elle elle est vraiment trop incroyable. Si je peux juste me permettre quelque chose, c'est un texte aussi qui est toujours à la troisième personne. Oui. Et dans la manière d'aborder les personnages, souvent l'histoire de Phénix est racontée par quelqu'un d'autre. L'histoire de Loup est racontée par quelqu'un d'autre. Et la scène que vous allez me faire lire, elle est racontée par le médecin. Je dis toujours que si Phénix racontait son accouchement, elle dirait « J'ai accouché d'un garçon, il s'appelle Loup, point ». Ce serait fini en 2 phrases. Mais comme c'est le docteur Michel qui raconte,
et que le docteur Michel Pauvre docteur Michel. est complètement gaga devant Phénix, il est amoureux, il est voyeur, il n'a jamais vu une femme pareille, il n'a jamais vu des tatouages pareils, il n'a jamais vu une femme avec une possession si entière de son corps. Donc c'est lui qui raconte. Oui, merci pour cette précision. Soudain, d'une voix étranglée et rauque, elle dit « Il arrive, je sens sa tête ». Le docteur Michel recule instinctivement, non pas pour faire son travail de médecin, mais pour mieux voir, parce qu'il sait que lors de ses insomnies, pendant ces dimanches qui se déroulent comme un tapis gris et informe, quand il se sent si seul et si sec, il convoquera ce moment. La jeune femme tatouée fait elle-même tout le travail. Le temps, la médecine et le progrès n'existent pas. Elle pourrait être dans une cave, sur une plage déserte. Elle pourrait être la toute première femme au monde, qu'importe. Elle se cambre, s'accroupit, pousse, respire et tout à coup, son corps est animé de contractions qui font comme des vaguelettes sous la surface de sa peau. Elle devient une mère travaillée de l'intérieur et derrière elle, à côté d'elle, le docteur Michel ne fait que regarder et asseoir son impuissance. Il est fasciné par ce retour d'instinct, il est aimanté par le dragon qui semble se réveiller, écaille verte après écaille verte, flamèche rouge après flamèche rouge. Bientôt, pense-t-il, moitié émerveillé, moitié effrayé, cette jeune femme au visage si parfait ne va faire qu'un avec le dragon, et oui, bientôt. Elle crie comme l'autre crache des flammes au croissant de son épaule droite, elle se redresse, et de ses deux mains, elle attrape le petit garçon qui glisse hors d'elle. Merci. De rien. Bon, bah moi, j'ai plus rien à dire après ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Qu'est-ce que ça vous a fait de reparler de ces personnages 1 an et demi après la publication? Je suis Vous êtes contente. contente? Oui, je suis contente et je suis contente que vous me posiez cette question-là. Hier au forum, pour le prix, il y a un étudiant qui a parlé de l'attachement qu'on avait pour ces personnages. C'était une question commune à tous les écrivains. Je ne sais plus ce que j'ai dit, enfin. Et je me rends compte que on ne les quitte jamais. On ne les quitte jamais. Même si je suis vraiment, en plus, quand vous me parlez là, je suis dans un autre roman, vraiment pleinement, entièrement. Et parfois on a peur, on se dit, oh là là, est-ce que ces autres personnages, mais voilà. Et tout ça, ça ne veut pas dire que je regrette. Et je suis contente de là où ils sont. Voilà. Ils sont quelque part avec vous, mais... Oui, ils sont avec vous, là. Oui. Bon, ben merci beaucoup, Merci Natacha. Merci beaucoup. Et on a hâte de découvrir votre prochain roman. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.